Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce workshop distanciel présenté par notre partenaire Tilibri Soleil. Donc ce workshop va se dérouler en plusieurs temps. Il va y avoir une première présentation par Fabien Guyot et Marc Belair, qui sont les experts de Tilibri Soleil. Et au fur et à mesure, vous pouvez poser vos questions si vous avez des questions par rapport au contenu ou par rapport aux solutions qu'ils vont vous proposer. Vous pourrez utiliser la petite bulle chat qui est à votre disposition. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit. Et Marc Peller sera directement votre interlocuteur pour y répondre. Donc, ensuite, je vais laisser les intervenants se présenter. Donc, ce workshop se déroulera de 10h à midi. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, donc la thématique RE2020, protéger les surchauffes estivales sans réduire les apports solaires hivernaux. Donc nous remercions Téléprix Soleil pour cette présentation et cette participation au workshop. Et je vais laisser Fabien Guyot et Marc Belair se présenter pour ensuite débuter ce workshop. Donc je vous souhaite à tous et à tous une bonne présentation et une bonne participation. Et à tout à l'heure pour la clôture. Merci Charline. Du coup, on y va, on débute. Il est 10h06. Je pense que on va pouvoir commencer. Donc voilà, on va essayer de parler donc de l'intérêt d'intégrer donc des protections solaires pour protéger convenablement les bâtiments des surchauffes en été. Donc pour se présenter, moi je suis Fabien Guillot, donc je suis chargé d'affaires commerciales pour l'entreprise Tellier Brise Soleil. Donc je suis l'interlocuteur pour les architectes et économistes et donc j'essaie de répondre aux questions pour tout ce qui est avant-projet. Et donc je travaille avec une équipe de prescripteurs terrain et dont fait partie Marc Belair qui m'accompagne aujourd'hui. Et je te laisse la parole, Marc, pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Belair, donc en charge effectivement de l'équipe prescription Télibre et Soleil. Alors, prescription, c'est dans le sens industriel du terme, hein, puisque les vrais prescripteurs, c'est vous en fait. Hein. Et nous, notre rôle, effectivement, comme l'a dit Fabien, c'est de vous apporter conseils, assistance autour de nos produits, mais également dans un contexte un petit peu plus large, un contexte réglementaire, un contexte environnemental. Et donc, pour ça, on est en contact donc, avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre au sens large lors de la conception des ouvrages. Okay, merci Marc. Donc, je vais débuter, faire une petite présentation rapide de l'entreprise Tellier Brise Soleil. Donc, nous sommes concepteurs et fabricants donc, français. Nous sommes situés à Chemillé en Anjou, dans le Maine-et-Loire, près d'Angers. Et donc, nous sommes spécialisés dans la protection solaire, mais aussi donc l'habillage de façade, la ventilation naturelle et l'occultation. Nous proposons des prestations vraiment sur mesure, adaptées à chaque configuration chantier. Et on accompagne donc nos clients jusqu'à la pose en fournissant donc un produit fini, prêt à poser. Tellier Brise Soleil a été créé en 2005, donc c'est 16 années d'expérience, plus de 5000 chantiers réalisés. Et donc, en 2018, Tellier Brise Soleil a rejoint donc, le groupe Adexi, leader en France donc, du désenfumage et de la gestion énergétique. Et du coup, Marc, un peu plus loin dans la présentation, nous fera voilà, un petit récapitulatif de toutes les solutions qu'on peut proposer sous le programme donc, Genatis, donc gestion des énergies naturelles. Donc, on présentera un petit peu tout ça dans la suite de la présentation. Au niveau des actualités, donc, nous sommes en train de finaliser la construction d'un nouveau bâtiment, toujours à Chemillé en Anjou. Et donc, l'intérêt de ce bâtiment-là, donc, pour nous, hein, c'est voilà, plus de confort au travail, plus d'espace. Mais c'est aussi donc un bâtiment qui sera équipé justement des différentes solutions Genatis. Et donc, le but sera
de truffer le bâtiment de capteurs pour pouvoir vraiment sortir des données concrètes sur toutes ces solutions et surtout sur la façon de les combiner, de les faire fonctionner ensemble pour avoir donc des bâtiments qui sont aujourd'hui le plus cohérent possible vis-à-vis de l'environnement. Donc la présentation le sommaire de cette présentation, on va présenter dans un premier temps assez rapidement, hein, ce que bon, c'est l'actualité de tous les jours, tout le monde est au courant. On va présenter donc le contexte actuel, l'urgence climatique. On va parler un petit peu de cette nouvelle réglementation environnementale 2020 qu'on va voir apparaître très bientôt. Et puis donc expliquer comment mettre en œuvre intelligemment donc, nos solutions d'ombrage pour essayer de protéger au mieux donc, nos bâtiments des surchauffes estivales. On a décidé d'évoquer donc un projet, de faire une étude de cas, donc un projet Delta Green, donc un bâtiment qui a maintenant quelques années, mais qui était vraiment conçu justement avec cette optique d'empreinte environnementale et sur laquelle donc sur lequel on a intégré donc des solutions d'ombrage. Et puis donc on conclura ensemble. Donc comme on le disait au début, tout au cours de la présentation, surtout n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions par le biais du chat. Hein. Marc est là avec moi aujourd'hui, il m'accompagne justement pour suivre ce chat et puis donc poser les questions au fur et à mesure de la présentation et on essaiera d'y répondre au mieux. Donc le contexte, l'urgence climatique, hein, donc depuis 1995, un peu plus d'une centaine de pays du monde donc, se réunissent chaque année lors de ces fameuses COP, hein, donc des conférences pour le climat, justement pour évoquer toute la problématique autour du climat et donc essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Donc quelques dates sont à retenir, donc 92 avec justement la mise en place de ces conférences, donc 97 avec Kyoto, 2012 Doha, et puis donc 2015 donc avec cette fameuse COP 21 qui s'est tenue à Paris et lors de laquelle l'objectif a été fixé donc de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés. Donc aujourd'hui, on le sait, d'autant plus depuis donc là, la sortie du dernier rapport du GIEC au début du mois d'août, l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète implique forcément donc des besoins et des consommations en énergie qui sont donc de plus en plus importants et donc essentiellement tout ce qui concerne donc les énergies fossiles. Donc ces consommations d'énergie fossile contribuent nettement à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'augmentation de ces gaz à effet de serre perturbe considérablement l'équilibre naturel, puisque du coup, l'atmosphère laisse entrer une grande partie des rayonnements du Soleil et retient une partie du rayonnement infrarouge réémis par le sol. Donc, ça contribue à créer ce qu'on appelle donc cet effet de serre et donc il va faire que la température à la surface de la Terre va inexorablement augmenter. On sait aujourd'hui donc que le CO2 a une durée de vie de 100 ans et donc qu'il est un facteur majeur de l'augmentation de l'effet de serre. Donc on
peut déjà dire que l'augmentation des températures d'ici à la fin du siècle, malheureusement, est inévitable. Le dernier rapport du GIEC, donc sorti au début du mois d'août, j'en parlais tout à l'heure, confirme que cet objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés va être très difficile à atteindre et même limite déjà hors d'objectif, hors de portée du moins. Et même certains scénarios assez pessimistes donc prédisent des réchauffements compris entre 3 et 5 degrés. Donc, on comprend en fait que ces augmentations de température vont malheureusement impliquer de gros chamboulements climatiques. Donc, les effets du changement climatique, des impacts déjà bien visibles. Depuis 1988, donc le GIEC relève donc les températures moyennes à la surface de la Terre et donc il démontre que le changement climatique est déjà bien engagé, avec donc des températures moyennes déjà bien en hausse et puis donc des périodes estivales qui sont de plus en plus chauds, élevés et avec surtout des durées de plus en plus importantes. Donc en France, le nombre de journées estivales, donc avec des températures dépassant 25 degrés, a augmenté déjà de manière significative sur la période de 1900 à 2020. On l'a vu surtout depuis une dizaine d'années. Donc de plus, ce que met en évidence donc, le GIEC, ce sont donc des phénomènes climatiques extrêmes, les tempêtes, les inondations ou les sécheresses, donc qui vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Donc on l'a vu ces derniers mois, on pense tout de suite donc aux incendies en Grèce qu'on a vu cet été, les inondations dans le Var, ou les records de chaleur dans certaines zones du globe, au Canada par exemple. Bien entendu, donc, tous ces impacts climatiques sont très différents d'une région à une autre, mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que ces impacts concernent aujourd'hui une grande majorité de la planète. Donc on a présenté ici une carte de France avec donc sur la carte de gauche les records observés entre 1950 et 2005 où on voit donc des températures supérieures à 40 degrés et puis donc les records possibles sur la carte de droite à partir de 2050 où on voit donc des températures supérieures aux 50 degrés. Donc avec la côte ouest toujours un peu épargnée avec l'effet du Gulf Stream qui tempère un petit peu ces températures, mais dès qu'on va plus dans les terres, donc on le voit, des records de presque 55 degrés en 2050 donc, sur l'est de la France. Donc le bâtiment, un secteur clé pour la transition écologique. En effet, donc la France a fait le choix de mettre donc le secteur du bâtiment au cœur de sa stratégie pour justement essayer de relever ce défi des 2 degrés. Et donc on le voit sur la slide, le bâtiment aujourd'hui c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre devant le secteur du transport. Donc, au vu de ces chiffres, on comprend très bien qu'il va être très important d'agir sur la conception même des bâtiments si on veut essayer d'agir aussi sur le climat. Donc pour cela, on connaît tous aujourd'hui les réglementations thermiques avec la RT 2012 encore en vigueur aujourd'hui. Et puis donc on entend parler de l'apparition de cette nouvelle réglementation environnementale, RE 2020. Et donc on peut dire, on espère que cette RE 2020 va générer une réelle transformation
dans la manière de concevoir et de construire les bâtiments. Donc, en 2016 est apparu donc, ce label E+C-, cette expérimentation, pour justement se préparer à la future RE 2020. Tout ça pour donc évaluer la faisabilité technique et économique de ces nouvelles exigences. Donc le label E+C-, donc basé sur deux indicateurs. Donc l'indicateur E+, qui va s'axer plus sur l'efficacité du bâtiment et des systèmes, tout en incitant donc au recours aux énergies renouvelables. Et puis donc ce label C-, qui est un peu nouveau, dont le but va être d'essayer de limiter l'empreinte carbone du bâtiment et donc d'essayer de réduire au maximum ses émissions de CO2. Alors effectivement, cette RE 2020 intervient aujourd'hui à un point où, à un moment où de gros efforts ont été fournis pour le confort d'hiver, grâce aux précédentes réglementations thermiques, à tel point que l'énergie de chauffage ne constitue plus le principal poste de dépense énergétique. Et on a vu, en même temps que le développement de ces réglementations thermiques, l'augmentation constante de l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à la construction du bâtiment. D'où ce volet carbone qui vise là également à avoir des constructions plus sobres au niveau carbone, pas seulement en termes de consommation énergétique, mais également en termes de construction. Et donc, l'expérimentation E+C-, qui a servi de base à la mise en place de la RE 2020, a justement permis de dresser, on va dire, un petit peu le cadre et de fixer les différents seuils et les différents indicateurs qui vont intervenir dans cette RE 2020. Donc ici, ce que vous voyez, donc le lycée Nord-sur-Eure, donc c'est un des bâtiments, des nombreux bâtiments qui a servi de base à l'expérimentation. Donc c'est un lycée qui a été mis en service en septembre 2020, donc à la rentrée scolaire de septembre 2020, un lycée de 1000 étudiants, enfin 1000 élèves plutôt, qui a été conçu par AIA, Life Designer, avec AIA Ingénierie en tant que maître d'œuvre, également en tant que bureau d'ingénierie. Et donc ce lycée a été l'objet d'une triple certification, donc une certification NFHQE bâtiment tertiaire, une certification également bâtiment biosourcé, donc avec un niveau 3, et puis donc un label E+C-, dans le cadre de sa consommation énergétique qui était de 20% inférieure à la RT 2012. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour arriver à ce niveau de performance, notamment le niveau de performance HQE, ce n'est pas moins de 65 configurations différentes, donc intégrant les systèmes, les équipements et les différents systèmes techniques de ce bâtiment qui ont été étudiés par AIA pour arriver à cet objectif. Et notamment concernant la partie ombrage, la partie brise-soleil. Donc, ce qui a été retenu, donc c'est l'utilisation de brise-soleil en pose debout, verticale. Donc, des brise-soleil dont on reviendra un petit peu plus en détail sur ces produits ultérieurement, mais avec un système de fixation spécifique développé par Tellier. Et donc, dispositif qui permet d'atteindre la performance énergétique voulue sur ce bâtiment, mais également qui apporte un rythme très spécifique à cette façade et qui donne vraiment son image architecturale à ce projet. En effet, merci Marc du coup pour la présentation de ce beau projet. Donc du coup, voilà ce qu'on peut en tirer maintenant. En fait, on a fait une slide là sur le calendrier prévisionnel, sachant que voilà, il a pas mal bougé ces derniers mois, qui va certainement encore être amené à bouger. Ce qu'on a vu déjà, c'est cette année 2019, donc, qui a été une année de concertation et d'expertise, justement, comme le disait Marc, avec ses retours expérimentation E+C-. Et puis, donc, on a vu au début du mois d'août de cette année, donc la publication
du décret donc, qui stipule donc, une entrée en vigueur de la RE 2020 à compter du 1er janvier 2022 concernant donc, les constructions de bâtiments à usage d'habitation. Et donc à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux ou d'enseignement. Donc voilà, il y a encore certains points sur ce décret qui mènent encore à concertation, des sujets sur lesquels il y a encore quelques discussions. Donc voilà, le calendrier aujourd'hui, c'est ce qui est fixé comme cela, mais il peut encore être amené à bouger. Donc, les objectifs principaux et les indicateurs de cette nouvelle réglementation environnementale 2020, eh ben, on va avoir 3 catégories. Et donc, cette première catégorie, énergie, hein, qu'on connaît déjà un petit peu, avec donc, la RT 2012, où là, le but, c'est vraiment de prioriser donc, la sobriété énergétique et la décarbonisation donc, de l'énergie, avec des indicateurs que l'on connaît, donc le BBio, le CEP et le CEP-NR. Petite nouveauté, donc ça va être cette partie carbone, où là, l'objectif va être de diminuer donc l'impact carbone de la construction des bâtiments, avec donc l'indicateur IC énergie qui va retracer donc l'impact carbone lié aux consommations énergétiques, et puis donc ce IC composant qui lui va faire ressortir donc l'impact carbone lié aux matériaux de construction. Et puis donc ce nouveau volet donc de cette notion de confort d'été qui mène à garantir donc la fraîcheur en cas de forte chaleur, avec donc ces périodes estivales qui sont de plus en plus fréquentes. Donc l'indicateur ici pour cette partie-là, donc c'est l'indicateur DH, degré d'heure d'inconfort, qui retrace donc l'intensité et la durée des périodes d'inconfort. Donc, on le voit, hein, la nouveauté et l'enjeu majeur, c'est bien la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir réfléchir à la provenance des matériaux, à la localité des usines de production par rapport au chantier, avec la notion de logistique à prendre en compte, et donc essayer aussi donc, le réemploi des déchets pour tout ce qui est recyclage. Donc, ces 6 indicateurs-là vont être liés entre eux. Hein, donc, il va être important donc, de travailler sur tous ces points-là pour essayer donc, de respecter les seuils qui vont être fixés et de ne pas les dépasser. Donc, bien entendu, au fur et à mesure du temps, ces 3 objectifs seront échelonnés avec des seuils qui seront de plus en plus contraignants et de plus en plus stricts. Donc nous avons décidé d'expliquer un petit peu comment va fonctionner cet indicateur de confort d'été, hein, le DH, degré d'heure d'inconfort. Donc cet indicateur traduit la durée et l'intensité de l'inconfort donc en période estivale. Lorsqu'on va modéliser donc, le bâtiment dans le logiciel d'évaluation RE 2020, on va le rattacher à un fichier météo qui est donc lié à son implantation. Et ensuite, on va calculer et simuler donc, les températures intérieures dans le bâtiment qu'on va comparer avec donc, les zones de confort qui vont être fixées par la RE 2020. Et donc, ces zones de confort seront fixées en fonction de la zone climatique du bâtiment, mais aussi donc, sa catégorie. Donc ici, on a décidé de présenter un petit exemple. Donc, il fait 20 degrés toute l'année dans un logement, donc excepté pendant 10 jours et 10 nuits, durant lesquels la température grimpe à 30 degrés en continu.
Donc, pour calculer notre indicateur DH, on va donc relever le différentiel de température par rapport à nos zones de confort. Ici, on a dépassé de 2 degrés notre zone de confort pendant donc 10 jours, donc les 12 heures de la journée sur 10 jours. Et puis, donc, on a dépassé de 4 degrés le seuil de confort fixé la nuit. Donc, on va multiplier ces 4 degrés par les 12 heures de la nuit sur les 10 nuits. Et donc, on va obtenir un indicateur DH ici qui va être égal à 720. Donc, ensuite, cette valeur va être comparée à deux valeurs seuil. Donc, on l'a représenté ici sur cette frise. Donc, la RE 2020 va fixer donc un seuil haut maximal, ici de 1250 degrés heure, qu'il ne faudra pas dépasser. Et donc, un seuil bas fixé à 350 degrés heure, à partir duquel donc, des pénalités vont s'appliquer. Pour indication, donc, le seuil de 1250 degrés heure, ça correspond à une période estivale de 25 jours durant laquelle le bâtiment serait de manière continue à 30 degrés le jour et 28 degrés la nuit, ce qui commence à être quand même relativement important. Donc, suite là, au décret qui a été sorti cet été, on connaît donc les seuils fixés pour les habitations individuelles et ils varient en fonction donc, de la zone climatique et de la typologie du bâtiment. Donc, quelles solutions techniques nous allons avoir pour répondre à ces ambitions? Eh ben, on le sait, on va toujours avoir cette solution de rafraîchissement actif. Donc, avec la RE 2020, donc il y a une obligation de résultat, mais pas de moyens. Donc, en fait, il sera toujours possible. Donc, effectivement, donc, comme l'expliquait Fabien, cette notion de confort d'été va devenir une notion extrêmement importante dans la RE 2020. Et l'énergie nécessaire au refroidissement du bâtiment, de façon à rester dans cette zone de confort déterminée par la DH, va être prise en compte, même si une climatisation n'est pas prévue au programme. Donc ça, c'est pour pallier au cas où effectivement des bâtiments et notamment des logements étaient conçus sans climatisation, notamment dans l'étude thermique du bâtiment. Et 3 mois après ou 6 mois après, le maître d'ouvrage ou l'occupant du local installe la climatisation tout de suite parce que le bâtiment est trop inconfortable en période d'été. Donc ça, pour l'éviter, cette énergie de refroidissement va être prise en compte dès le calcul thermique du bâtiment. Donc, c'est ce que l'on essaye d'intégrer avec Genatis. Donc, Genatis signifie gestion des énergies naturelles. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est de mettre en place des solutions que vous avez ici, donc la lumière naturelle, l'ombrage, la ventilation naturelle, le rafraîchissement par évaporation, des stratifications de l'air face à bioclimatique, et également des outils de pilotage et d'automates qui permettent de faire fonctionner toutes ces solutions de façon cohérente et de façon coordonnée avec éventuellement la GTB du bâtiment. Donc l'ensemble de ces solutions, en fait, se veulent des solutions très simples, des solutions pour la plupart passives, et le but, c'est d'intégrer dès la conception du bâtiment des solutions extrêmement peu consommatrices en énergie, mais qui doivent être intégrées dès la phase conception du bâtiment. Donc l'ensemble de ces solutions, c'est ce que l'on appelle Genatis, et ce sont des solutions en fait qui sont transverses à différentes sociétés du groupe, donc Tellier Brice Soleil bien évidemment pour les solutions d'ombrage, mais également donc Bluetech en ce qui concerne la lumière naturelle et la ventilation naturelle, et également une autre filiale du groupe qui s'appelle Souchier et Boulet, que vous connaissez certainement pour ses solutions de désenfumage architectural, notamment via la façade.
Donc, la RE 2020 va-t-elle représenter un surcoût? Alors, il est encore très tôt pour pouvoir répondre à cette question, bien évidemment, parce qu'il y a peu de réalisations RE 2020, la norme n'étant pas encore en vigueur, hein, la réglementation n'étant pas encore en vigueur. Tout ce que l'on a pour arriver à répondre à cette question, en fait, c'est l'expérimentation plus c'est moins. Alors, en termes de construction, on peut s'attendre effectivement à ce que la RE 2020 engendre un surcoût. On a noté d'ailleurs lors des passages successifs aux différentes réglementations thermiques passées des surcoûts qui ont été estimés dans un premier temps et effectivement observés dans un second temps. Lors du passage de la RT 2005 à la RT 2012, une étude de l'ADEME avait mis en évidence un surcoût qui représentait, donc lié à la construction du bâtiment, qui représentait à peu près 10% du coût global. Et ce que l'on peut dire sur les retours de l'expérimentation E plus C-, c'est que le surcoût par rapport à la RT 2012 représenterait, là aussi, en termes de construction, à peu près 8%. Voilà. Donc là, ce sont des surcoûts en fait liés vraiment à la construction du bâtiment. Ensuite, ce que l'on ne sait pas encore quantifier, ce sont les bénéfices liés à un bâtiment beaucoup plus sobre en termes de consommation énergétique. Voilà. Et puis, il y a bien sûr tout cet environnement climatique dont il faut tenir compte et pour lequel nous sommes bien tenus d'agir pour le futur. Alors Fabien, tu as tenté de te Oui, reconnecter. je suis de retour. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai un peu perdu le fil. On en était en fait Ouais, à la présentation de la démarche Genatis. Genatis, Et d'accord. puis, donc, il y a eu une question concernant le surcoût de la RE 2020 par rapport à l'RT 2012, donc question à laquelle j'ai répondu, en tout cas partiellement. D'accord. Merci, Marc. Et ben, du coup, je reprends un petit peu le fil. Donc, voilà, nous allons maintenant évoquer donc, les bonnes pratiques de mise en œuvre de ces solutions d'ombrage. Donc, préserver le confort d'été via la recherche d'une température d'équilibre, tel est le défi des constructions à venir. Aujourd'hui, nous passons jusqu'à 90% de notre temps au sein des bâtiments, donc forcément que la question du confort d'été va être fondamentale. Donc il faut parvenir à éviter la surchauffe et conserver une température agréable en période estivale. Donc pour cela, on l'a vu, un brise-soleil est un dispositif architectural externe à lame fixe orientable qui va avoir pour but d'adapter les façades aux conditions climatiques. Donc on va rentrer un peu plus sur la partie technique, présenter un petit peu les solutions qu'on propose. Comment est-ce qu'on fonctionne? Le premier point sur lequel on va travailler, donc forcément, ça va être la course solaire. La course solaire est déterminante dans la conception architecturale. Donc on le sait, elle évolue entre deux extrêmes, donc le solstice d'été en juin et puis donc le solstice d'hiver en décembre. Donc en été, le soleil va être très haut dans le ciel, très chaud, alors qu'en hiver, il va être plus bas et proche de l'horizon. Donc le positionnement des ouvertures forcément va être déterminant pour utiliser les bienfaits du soleil en hiver, mais au contraire, il va falloir se protéger ces surfaces vitrées de la chaleur excessive en été. Donc, deux stratégies qu'on va essayer d'adopter. Donc, une stratégie d'hiver où on va essayer de capter au maximum les apports du soleil l'hiver, et puis redistribuer à l'intérieur du bâtiment. Et puis une stratégie d'été un peu différente où ici on va chercher à se protéger des apports du soleil et puis
favoriser la ventilation à l'intérieur du bâtiment. Donc, protection contre le rayonnement donc, en façade sud. Donc, les façades exposées au sud sont donc les façades qui sont les plus exposées pour un bâtiment. Donc, l'apport solaire est le plus important, surtout donc, sur une grande partie de la journée, hein, pratiquement toute la journée. Donc, la solution qui va être priorisée pour ces façades-là, ça va être donc la protection dite horizontale, donc sur le principe de la casquette. On va donc rajouter une structure perpendiculairement à la façade, au-dessus des baies vitrées, donc pour protéger des apports du soleil l'été, quand le soleil est haut et chaud, et par contre, en hiver, quand le soleil est plus bas, on va laisser donc, les apports du soleil frapper au maximum donc les ouvertures. Donc les façades est et ouest, donc la façade est reçoit la plus grande partie du rayonnement avant midi, le matin, et alors qu'à l'ouest, elle le reçoit donc le rayonnement l'après-midi. Pour ces façades-là, il va être préconisé donc d'utiliser des protections dites verticales, soit avec des lames couchées, soit avec des lames debout pour stopper au mieux donc les rayons du soleil. On va jouer et calculer donc l'écartement entre les lames et donc l'inclinaison, l'orientation des lames pour essayer de se protéger au mieux donc, de ces apports du soleil l'été, tout en laissant passer un maximum de soleil l'hiver pour avoir un maximum de lumière naturelle. Donc les façades nord, donc là, ces façades-là sont peu ou pas exposées. Donc elles reçoivent le plus faible niveau d'éclairement, pas de rayonnement solaire direct, donc peu de variations lumineuses et d'apport thermique. Donc pour ces façades-là, pas vraiment de protection à préconiser. Le tout va être donc d'essayer de trouver des solutions en fonction donc, des pathologies et des problématiques qui vont se présenter sur certaines façades. Donc, ce qui va poser le plus de problèmes pour ces façades-là, donc ça va être surtout très tôt l'été au lever du soleil ou très tard le soir au coucher, on va avoir donc des infiltrations de lumière avec des rayonnements très, très bas, proches de l'horizon. Et donc, la protection là qu'on va essayer de faire, ça va être surtout pour donc, des problèmes de gêne visuelle, hein, d'éblouissement. Et donc là, on va favoriser donc, des protections dites mobiles avec des solutions coulissantes ou orientables, donc avec la possibilité justement de se protéger ponctuellement lorsque le soleil et la luminosité est vraiment gênante, mais en essayant d'ouvrir au maximum les baies vitrées pour profiter quand même un minimum de la lumière naturelle existante. Donc pour faire un petit récapitulatif, donc pour les façades sud, donc on va favoriser donc les protections dites en pose horizontale. On va ici travailler sur l'avancée de la casquette pour se protéger convenablement, protéger les baies convenablement du soleil en période chaude, mais en favorisant, en priorisant donc l'entrée de lumière et donc les apports du soleil en hiver quand le soleil est plus bas. Pour les façades est et ouest, là on va plutôt favoriser donc des protections dites verticales avec des lames couchées. On va jouer sur l'inclinaison des lames, l'écartement entre les lames pour protéger du soleil toujours et l'été et laisser entrer le soleil l'hiver. Et puis donc pour les façades nord-est, nord-ouest, la solution toujours verticale, cette fois-ci plus favorisée avec les lames debout pour protéger ponctuellement en début ou en fin de journée, mais en profitant de la lumière le reste de la journée. Donc ici une petite slide pour parler un petit peu du pas de lame, donc de l'écartement entre les lames.
Donc, la configuration avec les protections dites horizontales, en pose horizontale, en casquette. Donc, on le voit sur la présentation. Donc, lorsque le soleil est haut et chaud, donc on va dire entre 45 degrés et 70 degrés, la position de nos lames va bloquer complètement donc, les apports du soleil. Et par contre, lorsque le soleil sera plus bas, donc les rayons passeront sous la protection, sous la casquette et viendront donc faire profiter le bâtiment de ces apports l'hiver. Pour la version donc en pose verticale, ici toujours le même principe en jouant sur l'inclinaison de la lame et donc sur l'écartement entre les deux lames. On va laisser passer les apports du soleil lorsque le soleil est bas, donc jusqu'à 45 degrés. On va avoir les entrées à l'intérieur du bâtiment. Par contre, dès que le soleil dépassera les 45 degrés, les rayons seront stoppés par la lame. Et donc ici, on se protégera convenablement de ces apports solaires. Donc, les brise-soleil à lame fixe, comment sont-ils composés? Donc, un brise-soleil fixe est composé donc, de lames et d'accessoires de fixation. Donc, on va avoir plusieurs possibilités de mise en œuvre pour ces profils-là. Donc, les profils tubulaires sont équipés donc, de canaux LVO-vis à l'intérieur du profil et de toiles de renfort pour rigidifier le profil. Et donc, on va avoir la possibilité de fixer en extrémité du profil des accessoires de fixation. Donc ici, sur la slide, des embouts de fermeture avec des oreilles pour permettre une fixation entre structures ou entre murs. Et donc la deuxième possibilité, donc les fixations par ce qu'on appelle chez nous donc les speed fix, donc des petites pinces qui vont reprendre le profil au dos du profil et donc pouvoir fixer donc les profils sur une structure. On applique sur la structure. La différence majeure entre les deux solutions, évidemment, donc la solution de gauche, on va avoir donc des profils qui vont être interrompus en fonction du tramage de la structure. Et puis donc la solution du milieu ici, on va avoir un aspect esthétique un peu différent puisqu'on va avoir ici donc des profils qui vont être filants sur toute la façade et donc la structure porteuse sera, elle, au dos des profils. Et puis donc la troisième possibilité de mise en œuvre, donc ce sont des systèmes de clippage, donc ici non plus avec des profils tubulaires, mais avec des profils simple peau qui vont avoir donc la possibilité de se clipper sur des supports. Et donc là, ici, on va avoir donc un intérêt économique, hein, puisqu'on va avoir des profils un peu plus légers, mais tout en étant tout de même limité dans son utilisation, puisqu'on va avoir des profils plus petits, donc avec des portées d'utilisation qui vont être réduites. Et donc, les brises-soleil à lame orientale, qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, comment sont-ils composés? Donc toujours avec nos lames en aluminium ou autres. Et donc ces lames-là, donc ici uniquement des lames tubulaires, vont être équipées d'axes de rotation, donc de kits de rotation. Et donc ces lames vont être assemblées entre deux structures porteuses, donc ici des tubes sur notre schéma, qui vont être usinés pour recevoir les lames. Toutes ces lames-là vont être reliées entre elles donc, par la barre de manœuvre, une barre de manœuvre qui, elle, pourra être pilotée, manœuvrée, soit manuellement avec donc, des compas de manœuvre, ou soit avec des vérins électriques. Et alors là, on donne la possibilité en fait de raccorder donc, ces vérins électriques avec soit un interrupteur simple pour être piloté par l'utilisateur, ou après voilà la possibilité de relier ces moteurs à des centrales de gestion automatisée qui vont être paramétrées en fonction soit de plages horaires au cours de l'année,
ou de capteurs de luminosité, ou voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc les formes et sections de lames chez Tellier Brice Soleil, donc les lames sont des profils en aluminium extrudé, soit monobloc ou soit assemblé. Et donc il existe différentes formes. Donc les lames en forme d'aile d'avion. Donc, nous avons 14 sections de lames disponibles, donc de 70 mm jusqu'à 600 mm. Donc, elles sont tubulaires, elles ont des toiles de renfort à l'intérieur et donc des canaux alvéovis. Donc là, on est clairement sur l'archétype du brise-soleil. Donc, nous avons aussi donc, des lames qui sont rectangulaires. Nous avons 33 sections de lames différentes, de 50 mm jusqu'à 800 mm. Et donc là, sur ce produit-là, on constate une forte tendance du fait de leur ligne droite. Et donc, elles sont de plus en plus plébiscitées dans les projets architecturaux. Un peu sur le même principe que nos lames rectangulaires, donc nos lames trapézoïdales. Donc là, nous avons 4 sections différentes, donc de 70 à 260 mm. Et donc, ces lames-là ont été créées principalement pour les configurations orientales, puisqu'on le comprend, lorsque les lames vont être fermées, elles vont se chevaucher. Donc, au niveau de l'occultation, on va avoir une meilleure occultation qu'avec nos lames rectangulaires ou nos lames en forme d'aile d'avion. Et puis donc les lames clipsables qu'on a évoquées aussi tout à l'heure, donc 6 dimensions de lames possibles, de 100 à 180 mm. Donc là, sur une solution plus économique, mais forcément qui présente donc des limites dans son utilisation à cause de la faible inertie des profils. Donc le principal avantage concurrentiel, si on peut dire, de Tellier Brice Soleil, c'est forcément donc notre profondeur de gamme en profil aluminium. Je pense qu'on possède à ce jour donc la plus grande variété de sections de profil sur le marché. Alors, je t'interromps, Fabien, puisque Bien à ce sûr. sujet, on a une question qui est arrivée sur le chat. Chez Tellier Brice Soleil, existe-t-il d'autres matériaux que l'aluminium pour les brises soleil? Donc effectivement, vous l'avez compris, nous sommes spécialisés dans la fabrication des brises soleil en aluminium. Cependant, avec les évolutions réglementaires actuelles, on travaille et nos équipes R&D plus spécifiquement travaillent sur des nouvelles solutions et on va intégrer donc des développements alors qui visent plutôt des produits composites en intégrant une partie de biosourcé. Donc biosourcé, ça va être du bois par exemple et plus spécifiquement du bambou. Mais on a également d'autres projets qui vont dans cette direction-là. Donc il est un petit peu tôt pour vous en parler aujourd'hui, puisque ce sont des projets en cours de développement, hein, qui sont encore au stade R&D. Mais par contre, prochainement, on sera en mesure de vous donner plus de précisions par rapport à ça. En effet, hein, merci Marc. Donc oui, un sujet qu'on prend très au sérieux, forcément avec la période qu'on connaît. Donc voilà, on travaille sur beaucoup de pistes différentes, toujours en essayant de favoriser donc, des matériaux avec une empreinte carbone minimale. Donc voilà, chez Tellier Brice Soleil, nous faisons en sorte de nous adapter à chaque configuration de chantier. Donc nous adaptons tous nos accessoires de fixation, donc les platines, les pattes-rideaux, nos porteurs équipés de nos supports Speedfix qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça suivant chaque configuration de chantier. Donc on sait s'adapter, se fixer sur des façades béton ou maçonnerie avec des complexes d'isolation par l'extérieur.
On sait aussi donc se fixer sur des profils de murs rideaux, sur des profils de menuiserie, ou même aller chercher donc les structures bois ou métalliques. Toutes nos pièces de fixation sont adaptées et dimensionnées pour reprendre donc les efforts du vent et donc s'adapter à la nature du support. Donc comment est-ce qu'on dimensionne nos brises-soleil? Petite checklist, donc on travaille dans un premier temps sur une recherche de performance sur notre brise-soleil. Donc nous réalisons donc des études d'ombrage pour essayer de trouver la solution la mieux adaptée. Ensuite, donc on va travailler sur le produit, sur le type de lame, sur la dimension de la lame, en calculant donc sa portée d'utilisation en fonction de la configuration du chantier. Et puis donc on va vérifier le support. On va calculer donc les descentes de charge qu'on va ensuite transmettre donc au bureau d'études structure ou à notre client pour dimensionner donc le support, la structure porteuse. Donc nous réalisons donc des études d'ombrage. Donc elles permettent de définir le bon compromis entre la performance lumineuse, la consommation du chauffage et du rafraîchissement. Donc nous travaillons sur ces études, sur le rayonnement direct et sur l'éclairement global pour valider forcément la bonne protection, la meilleure solution pour se protéger donc, des apports directs en été, tout en conservant un maximum d'apports de lumière naturelle en hiver. Donc nous simulons les impacts du soleil sur une baie, dans un premier temps sans la protection solaire, ensuite avec la protection solaire. Et donc, nous allons comparer les deux versions pour vraiment estimer, donner des valeurs concrètes sur l'intérêt de notre protection et donc les bénéfices que cette protection va apporter. Donc ensuite, nous travaillons sur le dimensionnement même du brise-soleil, sur donc la portée de la lame. La portée, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la distance maximale à respecter pour une lame donnée entre deux points de fixation. Donc on va, à partir des caractéristiques du profil, donc son inertie, son épaisseur, sa forme, et donc en prenant en compte les pressions du vent et de la neige, nous allons calculer la portée d'utilisation maximale du profil et donc confirmer que le profil utilisé respecte bien les déformations admissibles, donc ce qu'on appelle la flèche, et surtout les contraintes mécaniques admissibles, donc au niveau de la flexion. Et donc, nous réalisons toujours en interne dans nos locaux donc des notes de calcul pour justement valider donc les efforts sur la façade et donc donner les descentes de charge au bureau structure. Donc, fournir les descentes de charge, c'est fournir donc la distribution des charges qu'implique la présence de notre brise-soleil sur la structure du bâtiment. Donc nous nous appuyons pour réaliser ces études, ces dimensionnements. Donc nous nous appuyons sur ce qu'on appelle donc sur la fiche COPREC. Donc cette fiche COPREC va définir les règles de calcul pour déterminer les dimensions d'un brise-soleil suivant les eurocodes. Donc il est à noter que pour la conception des brises-soleil, il n'y a pas de DTU. Donc la fiche de préconisation COPREC a été établie donc, par le SNFA, donc le syndicat national autour des métiers de la fenêtre, des menuisiers, donc associé au bureau de contrôle. Et donc, il est un résumé donc, des eurocodes vraiment spécifiques en application au brise-soleil.
Et donc, nous utilisons également donc, le guide RAGE qui donne donc les recommandations pour la conception et la mise en œuvre des brises-soleil. Donc, le guide RAGE, suite aux règles de l'art du Grenelle de l'environnement 2012, va plutôt traiter, lui, sur les aspects thermiques, surtout au niveau des ancrages du brise-soleil, pour éviter donc les ponts thermiques, et donc sur la structure et sur les normes sismiques aussi. Donc, la fiche COPREC et le guidrage, à eux deux, donc, régissent l'environnement normatif des brises-soleil en matière de calcul et de dimensionnement. Ils font vraiment référence dans notre métier. Donc voilà un peu ce qui est pour la présentation de nos produits, de nos solutions d'ombrage. Pas de questions. Du coup, Marc, j'ai été assez clair sur l'intérêt de ces protections en fonction de l'exposition des façades. Alors, pas de questions à ce stade, Fabien. Ah si, une question vient d'arriver. Comment vous situez-vous par rapport à l'approche BIM? Alors aujourd'hui, oui, nous avons tous les fichiers BIM disponibles sur notre site internet. Donc, l'ensemble de nos produits a été modélisé en 3 dimensions. Donc, il est possible d'utiliser ces fichiers pour les maquettes BIM. Elles sont disponibles en téléchargement sur notre site ou alors nous contacter directement et donc on vous transmet les fichiers. Pas d'autres questions pour l'instant, Fabien. Alors du coup, on va pouvoir avancer doucement sur notre étude de cas, donc le bâtiment Delta Green. Je te laisse prendre la parole, Marc, et puis si besoin, j'interviens. Ok, merci Fabien. Donc, on souhaitait partager avec vous effectivement une étude de cas, puisqu'on pense que c'est toujours bien de parler de réalisation. Donc, c'est l'exemple d'un bâtiment, donc un bâtiment tertiaire, un immeuble de bureaux de 4600 mètres carrés, qui se situe dans la région ouest, hein, près de Nantes. Donc, comme vous le voyez, alors, il a été livré en mars 2017, il y a quelques temps, donc il y a maintenant un retour d'expérience sur l'utilisation du bâtiment. Et ce bâtiment résulte de la volonté du maître d'ouvrage, qui est Galéo, d'avoir un immeuble de bureau autonome en termes de performance énergétique. Et cela en tenant compte de toutes les consommations énergétiques réelles. C'est-à-dire qu'on va au-delà effectivement des consommations énergétiques incluses dans la RT 2012. Donc là, le but, c'était vraiment de réfléchir d'une façon beaucoup plus globale sur la performance et la consommation énergétique de ce bâtiment. Donc ce bâtiment a fait l'objet d'ailleurs d'une certification, certification Passive House, et l'accent a été mis sur la lumière naturelle. Donc vous l'avez vu sur le slide précédent, donc il a fait l'objet d'une forme assez atypique. Et en fait, la forme du bâtiment a été conçue. Alors déjà, il y avait des contraintes liées au terrain, liées à l'environnement, mais surtout, l'objectif était d'avoir 100% des postes de travail éclairés grâce à la lumière naturelle. Donc, si tu peux peut-être afficher la forme du bâtiment, Fabien, s'il te plaît. Donc, c'était Oui, le précédent. la slide précédente, pardon. Voilà. Donc cette forme a été vraiment conçue de façon à privilégier les apports naturels et d'avoir le meilleur compromis en fait entre les surfaces éclairées naturellement et les surfaces aveugles. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que 25% de la consommation énergétique pour un bâtiment de ce type est liée justement à l'éclairage artificiel. Donc, c'était une source de gains extrêmement importante. Donc, toutes les façades vitrées, notamment, bénéficient d'une orientation nord-sud. Et ça a été fait également dans un but bien précis, c'est de maximiser l'importance des protections solaires, puisque lorsque l'on travaille sur la lumière naturelle et que l'on met en avant et que on met en avant les apports en lumière naturelle, le risque, effectivement, c'est d'avoir un inconfort d'été, d'où l'intérêt de travailler avec des protections solaires.
Voilà, donc les orientations effectivement ont été privilégiées. En termes d'aménagement intérieur, ce qui est important de noter également, c'est que ce bâtiment n'a pas de poteau et pas de mur intérieur. Donc une grande flexibilité a été laissée aux occupants en fait pour l'aménagement intérieur. Donc 3 façades ont été équipées effectivement. Donc là, ce qui a été privilégié, c'est plutôt une pose de brise-soleil verticaux, avec des lames posées debout sur différentes façades. Voilà, tu peux avancer peut-être. Ouais, voilà, donc du coup avec des façades, donc la première façade nord-nord-est là, où on le voit, donc les lames ont été posées verticalement, donc au droit des meneaux pour gêner au minimum donc le visuel vers l'extérieur, l'apport de lumière naturelle, tout en se protégeant donc des apports du soleil qui sur cette façade-là viennent latéralement en fait, hein, du côté. Donc voilà sur les petits graphiques. Je vais reprendre le pointeur. Donc on le voit sur sur ce graphique-là. Donc on a ici représenté donc en rouge les rayonnements directs sur les ouvertures qui ont été étudiées. Donc dans un premier temps sans brise-soleil. Et puis donc sur le graphique d'à côté, on le voit, donc ces apports du soleil ont été considérablement réduits en intégrant donc notre solution d'ombrage. Ce que l'on peut préciser peut-être, Fabien, pour les personnes n'étant pas trop habituées à ce type de graphique, c'est que on a ici donc en abscisse les heures de la journée et en ordonnée les mois de l'année. Donc ça permet vraiment d'avoir une cartographie complète de l'exposition des façades en fonction de l'heure et en fonction des saisons. Voilà, exactement. Merci Marc. Donc même étude pour donc cette façade ici nord-est, avec la particularité donc de cette façade, on avait donc une courbure. Donc il a fallu réfléchir sur différentes ouvertures tout au long de la façade et puis donc essayer de trouver la meilleure solution pour protéger toutes ces ouvertures des apports du soleil. Donc on le voit ici sur la modélisation, chaque ouverture a été étudiée. Donc sur la ligne du haut, donc les simulations donc sans la protection solaire, où on voit donc des impacts directs du soleil en période estivale, donc dans le milieu de notre graphique, là du coup sur le mois de mai jusqu'à septembre, et donc surtout donc la matinée, hein, le matin jusqu'à 12 heures. Et puis donc sur la ligne du dessous, les mêmes simulations, mais cette fois-ci avec nos lames brise-soleil verticales. Et donc on voit qu'on réduit considérablement tout de même ces apports du soleil. Alors vu donc le cintre de la façade, on avait donc les 2 ou 3 dernières ouvertures qui continuaient tout de même à avoir l'impact du soleil malgré la présence de nos ombrages, de nos profils. Mais sur cette version-là, donc l'architecte avait fait le choix, nous avions fait le choix avec l'architecte de conserver tout de même la même section de profil sur l'ensemble du projet. Donc, à savoir des profils de déjà 600 mm, hein, donc déjà assez large, assez conséquent. Donc voilà, pour pouvoir encore protéger au mieux les façades, il aurait fallu encore travailler sur des profils encore plus larges. Bon, ça devenait un peu plus complexe et puis on avait surtout cette contrainte de conserver le même profil sur le reste de la façade. Donc voilà, un léger compromis sur ces baies-là. Donc toujours le même cas de figure, toujours donc là cette fois-ci sur la façade nord-ouest. Donc ici, avec plutôt donc des impacts du soleil, plutôt l'après-midi, en fin de journée. Et d'ailleurs, je vois, on avait justement
modélisé, pris un visu donc, de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur pour bien montrer que du coup nos lames brise-soleil avaient très peu d'impact sur le visuel vers l'extérieur. Et donc toujours voilà la même étude avec sur les graphiques de gauche, donc les impacts du soleil cette fois-ci l'après-midi, toujours sur des mois de mai à septembre. Et puis donc en venant intégrer nos brises-soleil sur les graphiques de droite, on voit qu'on arrive à réduire considérablement ces apports du soleil en été. Donc je vous le disais, ici donc un profil a été créé spécifiquement pour ce projet, donc une lame rectangulaire de 600 mm par 20 mm d'épaisseur, donc très très fine. Et donc on a travaillé pour trouver des solutions pour mettre en œuvre donc, ces profils de dimensions assez importantes et pouvoir donc les rattacher suivant les différents supports de la façade, puisqu'on avait des configurations où on était fixé sur du profil de mur rideau et d'autres où on était fixé sur de la maçonnerie avec un complexe d'isolation par l'extérieur à traverser. Donc pour ce projet-là, on l'a vu de par la forme du bâtiment, on avait donc 30 inclinaisons différentes et donc il a fallu développer 30 pièces de fixation différentes justement pour pouvoir répondre à ces contraintes-là. Donc, un petit plan technique où on le voit, on a donc usiné donc les profils de 600 mm par 20 mm d'épaisseur pour pouvoir intégrer à l'intérieur donc nos pattes de fixation. Et donc ces pattes de fixation ont été dimensionnées pour, ici sur le schéma, se fixer sur une épine de mur rideau. Mais on avait donc aussi dans d'autres endroits du bâtiment, donc ces pattes de fixation étaient fixées sur de la maçonnerie et je vous le disais avec un complexe d'isolation par l'extérieur à traverser. Donc on a aussi travaillé sur ces points-là pour donc éviter les ponts thermiques et surtout reprendre donc, les efforts du vent du fait de cette lame de 600 mm, donc des gros efforts de vent sur la lame. Donc des études spécifiques ont été réalisées pour la tenue de ces profils. Donc on a ici juste mis une slide une photo donc de nos lames dans nos ateliers où on voit qu'on a réalisé donc l'usinage sur le flanc du profil pour pouvoir intégrer donc notre pièce de fixation à l'intérieur du profil. Alors Fabien, on peut préciser un point également, puisqu'il y avait tout à l'heure une question sur le coût des bâtiments RE 2020 par rapport à un bâtiment RT 2012. Donc là, il ne s'agit pas d'un bâtiment RE 2020, mais il s'agit même d'un bâtiment labellisé Passive House. Et l'objectif initial du maître d'ouvrage était de livrer un bâtiment qui soit dans les prix du marché, bien évidemment, pour pouvoir louer les surfaces de bureaux. Donc, dans les prix du marché, en ce qui concerne le coût du loyer, en ce qui concerne les charges locatives, et puis en ce qui concerne également la consommation en énergie. Donc, c'est a priori donc un pari qui a été tenu. Et donc, il est même intéressant de noter que dans un contexte où le prix de l'énergie va augmenter, c'est un bâtiment qui va devenir de plus en plus économe, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. Exactement, ouais. Donc, du coup, la plus-value engendrée par la présence de nos brises-soleil sur la façade au moment de la conception a été amortie ou sera du moins amortie largement sur les économies réalisées dans les années à venir, quoi. Et puis donc, surtout du coup, une économie aussi en émissions de gaz à effet de serre, hein, parce que je crois que, je ne sais pas si c'est encore, si actuellement c'est le cas, mais l'objectif était en tout cas de pouvoir débrancher complètement donc le bâtiment du réseau, donc qu'il soit complètement autonome. Donc voilà, plus de consommation en électricité. Tout à fait. À ce titre, d'ailleurs, il y a un système une technologie de pile à hydrogène qui a été mise en place
permettant de stocker l'énergie accumulée l'été pour la restituer en période hivernale. Exactement. Ouais. Et ben, du coup, voilà, petite conclusion. Donc, la réglementation environnementale 2020 renforce la prise en compte du confort d'été. La protection solaire architecturale s'inscrit pleinement dans cette nouvelle réglementation, donc par l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments, on l'a vu, en essayant de protéger les façades en fonction de leurs expositions. Et puis donc dans la gestion aussi de la lumière naturelle. Donc voilà, pardon. Donc les études d'ombrage et de lumière qu'a montré Fabien ont été réalisées par un bureau d'études que nous avons en interne, qui œuvre sur l'ensemble des solutions Genatis dont on a parlé en début de présentation. Donc ce bureau d'études n'est pas un bureau d'études de maîtrise d'œuvre à proprement parler, mais il intervient plutôt en support et en assistance auprès du bureau d'ingénierie, auprès de l'architecte, auprès de l'économiste également, et il est en mesure de réaliser des études sur toutes les thématiques dont on a parlé dans le cadre Genatis. C'est-à-dire qu'il réalise des études d'ombrage, mais également des études liées à la lumière naturelle, donc comment optimiser les apports en lumière naturelle sur un bâtiment. Il est également en mesure de réaliser des études sur la ventilation naturelle, c'est-à-dire calculer, dimensionner le potentiel d'un site donné par rapport au vent, par rapport au delta température, de façon à optimiser le fonctionnement d'une ventilation naturelle sur un bâtiment. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter également sur ces autres thématiques. On est en mesure, au même titre qu'on le fait sur l'ombrage, de répondre à vos questions et surtout de vous aider dans la conception des ouvrages. Donc voilà, on va finir la présentation du coup en montrant un petit peu tout ce qu'on fait chez Atelier Brise Soleil. Donc nos métiers, une slide de nos métiers avec donc forcément donc cette partie protection solaire architecturale bien présente qu'on a disséquée dans notre présentation. Mais on fait donc également de l'habillage de façade. Donc on l'a évoqué aussi, donc de la ventilation naturelle avec nos profils façade ligne, donc nos lames, nos ventelles. Et puis donc on fait aussi de l'occultation avec des solutions d'ombrage mobile coulissantes, soit en nez de balcon, ici on le voit pour justement c'est un rôle de brise-vue ou devant directement on applique sur la façade devant des ouvertures pour avoir donc justement la possibilité de jouer avec cet ombrage, de le faire glisser devant l'ouverture ou au contraire de l'enlever lorsqu'on n'en a pas besoin. J'ai une question qui est arrivée sur le chat, Fabien. Oui. Donc le coût énergétique et éventuellement de gaz à effet de serre pour la fabrication de vos produits et sa mise en œuvre a-t-il été calculé et mis en perspective des économies d'énergie réalisées durant l'exploitation du bâtiment? Alors oui, on va devoir fournir donc avec cette réglementation environnementale 2020 donc des fiches ACV, donc de suivi de vie de nos profils. Donc ces fiches-là sont en cours de réalisation, elles ne sont pas encore finalisées, mais on va être en mesure de pouvoir donc donner donc, ces fameuses fiches FDES là sur nos profils. Donc on l'a dit, donc aujourd'hui majoritairement sur nos profils donc en aluminium, en sachant que nous faisons l'effort de travailler avec des extrudeurs qui nous garantissent donc des taux d'aluminium recyclé dans nos profils, donc assez importants. Mais donc aussi, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, Marc, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux matériaux. Donc on l'a évoqué, donc les lames soit bambou
ou d'autres matériaux biosourcés. Donc tout ça, c'est en cours d'étude, déjà bien avancé. Je pense qu'on sera en mesure de pouvoir donner ces éléments assez rapidement. Et voilà, on va pas avoir le choix aussi de le faire avec cette nouvelle réglementation environnementale 2020. Voilà, ce que on peut dire également, c'est que l'aluminium a un taux de recyclage moyen actuellement d'à peu près 95%. Donc ça signifie que on économise 95% de l'énergie liée à la fabrication de cet aluminium en industrie primaire. Donc on économise, ça représente 4 tonnes de bauxite, ça représente un certain nombre de tonnes, plus de 7 tonnes d'équivalent CO2. Donc le taux de recyclabilité et les filières de recyclage mises en place autour de l'aluminium aujourd'hui nous permettent vraiment d'abaisser la facture CO2 du matériau en tant que tel. En effet, parce que vraiment l'impact carbone pour nos profils, c'est vraiment cette phase d'extraction de la bauxite et de l'aluminium. Donc le grand impact carbone, c'est vraiment cette partie-là. Donc en utilisant un maximum d'aluminium recyclé, donc on réduit forcément cet impact carbone. Et puis sur une durée de vie de 50 ans, et voilà, si on réduit considérablement la phase d'extraction, on comprend que l'impact carbone général sur 50 ans, lui, va être considérablement réduit. Puisqu'on a un matériau qui ne réagit pas avec le temps, quoi. Donc du coup, on avait fait le choix aussi donc, de présenter le synoptique de nos gammes, donc avec quelques chiffres, donc plus de 60 lames de brise-soleil, 60 sections de profils différentes, plus de 30 profils d'accessoires de fixation standard, mais aussi donc des possibilités d'étudier, de réaliser sur mesure donc des accessoires de fixation. Et puis donc, on l'a vu aussi, c'est un peu plus, même plus, beaucoup plus maintenant que de 5000 chantiers réalisés, donc une réelle expertise dans le domaine de la protection solaire. Donc, donc la protection solaire, donc avec donc nos lames fixes ou orientables, donc avec nos gammes Azur qu'on a vu aussi tout à l'heure avec nos profilés en forme d'aile d'avion, notre gamme rectiligne avec nos profils purement rectangulaires, et puis donc notre gamme canicule où on l'a évoqué aussi, donc les profils simple peau clipsables. Donc là, l'objectif, ça va être protéger de la surchauffe estivale et de l'éblouissement, mais également donc habiller, décorer et vraiment rythmer les façades. Vraiment aussi un rôle esthétique qui est important de rappeler. Donc l'habillage de façade avec donc notre gamme de profils Harmonie Façade, où là on est sur donc, des lames purement décoratives et qui ont donc l'intérêt d'avoir aucune fixation apparente, donc avec un système de profil support et profil capot qui cache complètement les pièces de fixation, donc profils qui ont été créés pour faire de l'habillage de façade. Donc la ventilation naturelle avec notre gamme de profils façade ligne, donc bardage à ventelle, mais également donc, les grilles de ventilation. Donc le bardage à ventelle pour dissimuler les appareils en toiture par exemple, tout en laissant un passage d'air. Et puis donc aussi un rôle d'habillage, décoration et toujours pour rythmer les façades. Et puis donc notre gamme de volets coulissants, donc notre gamme australe et boréale, donc où là on est sur de l'occultation dans le but de préserver de l'intimité sur les balcons en brise vue, on l'a vu tout à l'heure, mais également en termes de protection solaire aussi. Et aussi toujours donc ce rôle esthétique avec la possibilité d'animer quand même considérablement les façades avec ces solutions mobiles.
Donc, on l'a évoqué aussi tout à l'heure au cours de la présentation. Donc, nous possédons sur notre site internet donc un espace pro sur lesquels donc, vous pouvez vous connecter et donc avoir accès à beaucoup de choses. Donc, les documentations commerciales sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Mais donc également, on l'a évoqué, donc les objets BIM pour la modélisation 3D. Donc tout ça, c'est disponible sur notre site en téléchargement. Sont disponibles également donc les notices de pause, les fiches produits pour tous nos produits, quelques plans techniques et puis donc des documentations aussi d'aide à la rédaction de CCTP. Voilà, donc la création du compte pro, hein, c'est 2 minutes, c'est une adresse mail à renseigner et un mot de passe, et donc vous avez accès à tous ces documents-là en téléchargement. Donc rappel donc sur la gestion et le suivi de projet chez Télébris Soleil. Donc comment ça se passe? Donc nous avons un premier rôle de définition. Donc là, c'est ma partie, on va dire, notre partie avec les prescripteurs, où là on va travailler donc sur le projet, essayer de préconiser donc les meilleures solutions. Et puis donc nous réalisons des estimations de budget et donc formulons des fiches d'aide de rédaction à la prescription au CCTP. Donc ensuite, une fois que le projet est avancé, sort en phase d'appel d'offres, il arrive chez nous, donc dans notre service commercial, où ici on va avoir donc toujours ce rôle de préconisation technique. On réalise donc les chiffrages et un rôle aussi de validation du produit pour la réalisation du chantier. Et puis donc, une fois que le projet est validé, donc il passe en phase conception, où on va réaliser donc les notes de calcul, on l'a vu, tous les plans techniques, les plans d'exécution. Et puis donc, tous ces plans-là sont soumis pour validation donc, auprès de notre client, auprès de l'architecte, avant tout lancement en fabrication. Donc c'est notre 5e phase ici, donc la fabrication dans nos ateliers donc à Chemillé en Anjou. Et donc la phase de livraison où on vient avec notre client, donc les menuisiers, les charpentiers, une date de livraison et donc on fournit un produit qui est fini, prêt à poser et on se sera mis en accord avec notre client pour correspondre à la configuration chantier et qu'il n'ait plus que de la mise en œuvre à faire et plus de reprise de profil ou autre sur chantier. Donc voilà, du coup, pour ce qui est de la présentation en elle-même, on avait fait le choix de se laisser un petit peu de temps donc à la fin, parce qu'on a un créneau horaire là ici jusqu'à midi, justement pour vous laisser le temps nous laisser le temps de discuter, de poser vos questions, essayer d'apporter des réponses. Alors si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la présentation. Du coup, Marc, est-ce que tu as vu des questions du coup qui sont arrivées sur le chat dernièrement? Non, pas de questions pour l'instant, hein, Fabien. Pas de nouvelles questions. Alors attends, une question vient d'arriver. Donc, vous serait-il possible de nous envoyer vos catalogues produits ainsi que vos prix fournis posés de chez Tellier? Donc oui, en effet. Donc du coup, à la fin de la présentation, Charline nous le confirmera, mais du coup, elle nous fait parvenir donc tous les contacts qui ont participé donc à la présentation et donc on envoie à tous les participants donc une documentation commerciale et puis donc bien sûr après voilà je vous l'expliquais donc
je suis disponible, Marc est disponible aussi, et nos prescripteurs terrain le sont aussi, donc pour se rencontrer, pour discuter de vos projets. Et donc, on étudie donc, avec vous la solution d'ombrage qui pourrait convenir le mieux à votre projet. Et donc, on réalise des estimations budgétaires, donc en fourniture, aussi par retour d'expérience en fourniture et pose aussi, on a quelques idées. Donc voilà, en prenant contact avec nous, on va pouvoir discuter de votre projet et puis donc vous transmettre donc des études budgétaires pour votre projet. Voilà, mais on ne pourra pas malheureusement vous transmettre un tarif, comme ça existe pour d'autres gammes de produits, puisqu'en fait, d'un projet à l'autre, vous avez vu l'étendue de la gamme, hein, le format des lames, les longueurs de lames, la quantité de lames que l'on a sur un projet, le type de pose, la portée, la couleur, le système enfin, le traitement également des lames pour obtenir la couleur désirée. Tout cela influe énormément sur le prix et nous n'avons pas effectivement de tarifs publics proprement parlé à vous transmettre. Ça passe par une étude précise, projet par projet. Oui, en effet, du coup, j'avais pas compris la question comme ça. En effet, oui, pas de tarif public, mais voilà, vraiment des études spécifiques pour chaque projet. Alors, généralement, on essaie d'être le plus réactif possible, hein, donc on essaie de répondre à vos demandes sous 2-3 jours. Hein, donc, Alors une question, bonjour, est-ce que vous travaillez sur des projets de réhabilitation ou bien que des projets neufs? Alors oui, bien sûr, Marc, on fait beaucoup donc, de réhabilitation, hein, surtout sur les bâtiments qui ont maintenant quelques années où la notion de confort d'été n'était pas vraiment prise en compte à l'époque. Donc oui, on est amené à faire beaucoup de réhabilitation. Et comme je vous le disais, en fait, on a donc des configurations, des accessoires de fixation qui sont considérés comme étant standards chez nous. Mais on travaille aussi beaucoup, et sur la grande majorité de nos projets, on développe donc des accessoires de fixation vraiment sur mesure, adaptés à chaque configuration de chantier. Et donc pour la réhabilitation, justement, on a une grosse partie en interne d'études justement pour concevoir ces accessoires de fixation, les adapter aux configurations chantier. Hein. Donc, on sait faire des pièces de fixation qui vont traverser des complexes d'isolation par l'extérieur. On prévoit donc des plaques de rupture de pont thermique pour limiter au maximum les ponts thermiques. Donc tout ça, on sait le faire. Et puis donc, bien sûr, le neuf aussi. Voilà. Alors sur les projets de rénovation, tu indiquais, Fabien, qu'on intervient sur des bâtiments relativement anciens, mais je compléterais même, alors moi je me permets de compléter dans ce sens parce que je suis toujours très surpris lorsque l'on est consulté pour des bâtiments qui ont été livrés récemment. Donc des bâtiments qui ont été réceptionnés il y a moins de 10 ans, voire même moins de 5 ans, et pour lesquels le confort d'été a été totalement oublié. Donc certes, le bâtiment est conforme à la réglementation en vigueur, la RT 2012. Il a été conforme lorsqu'il a été livré, mais malheureusement, l'été, donc je pense notamment à des gymnases, on est très souvent sollicité sur des gymnases où le bâtiment est absolument il est absolument impossible de l'utiliser entre mai et septembre, voire même octobre, puisque on observe des températures qui dépassent parfois les 30-35 degrés, parfois même plus, hein, et sur des bâtiments qui sont très récents. Et oui, et d'ailleurs, donc en mettant en œuvre ces solutions d'ombrage, en les couplant avec d'autres solutions de génatisme que tu as pu expliquer tout à l'heure, on a réussi à obtenir donc des résultats vraiment satisfaisants justement pour certains gymnases ou d'autres bâtiments sur lesquels nous avons travaillé.
Alors, n'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Donc, en effet, ce que disait Fabien, c'est que la présentation doit vous être envoyée par mail et ensuite, il y aura un replay qui sera disponible d'ici quelques semaines. Donc, voilà, si vous souhaitez revisionner ou en plus de précision, mais l'idéal, c'est de contacter directement Marc ou Fabien pour des projets et la présentation vous sera envoyée d'ici aujourd'hui ou début de semaine prochaine. Donc, je pense qu'on peut attendre 1 ou 2 minutes Ouais, et il reste encore quelques minutes. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Allez-y, on vous écoute. Donc oui, on l'évoquait, Marc, hein, du coup, sur certains gymnases où on a essayé il a été priorisé donc l'apport de lumière naturelle avec des grandes façades vitrées en polycarbonate entre autres. On a beaucoup travaillé sur ces types de typologies de bâtiments-là et donc on a développé des solutions justement pour reprendre, fixer nos solutions d'ombrage justement sur ces grandes façades en panneaux polycarbonate. Donc, voilà. Ouais, tout ça pour dire que justement on travaille quotidiennement, on développe toujours donc, des solutions pour se fixer, quelle que soit la nature de la façade. La domotique semble être assez incontournable pour gérer ces solutions. Est-ce exact? Alors, donc oui, en effet, hein, donc on l'a évoqué, Marc. Donc aujourd'hui, beaucoup de projets hein, sont gérés donc par des systèmes de centrales GTB. Et puis donc voilà, nos solutions donc d'ombrage orientable, on l'a vu avec nos motorisations, sont directement raccordées sur ces centrales GTB et donc gérées voilà, en fonction de plusieurs facteurs, hein, parce qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Hein, donc on l'a vu, l'ensoleillement, donc la protection solaire, mais aussi la luminosité, la température intérieure. Donc voilà, il existe des solutions architecturales si elles sont conçues en amont et en prenant en compte donc les expositions, la forme du bâtiment. On sait faire des choses architecturales donc, qui sont fixes et qui ont un rôle quand même non négligeable. Après, voilà, aujourd'hui, on peut pousser encore plus donc, la fonction de ces solutions, de ces lampes brise-soleil, en justement les gérant avec les centrales GTB. Alors là, on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut. on va pouvoir clôturer ce dernier workshop technique avec notre partenaire Télébrise Soleil. Donc, merci à Fabien et à Marc pour cette présentation. Et surtout, merci à Télébrise Soleil d'avoir fait confiance à un tech service pour l'organisation de ces 6 workshops. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et la présentation et les coordonnées de l'équipe Télébrise Soleil vous seront bien sûr envoyées. Et un replay sera disponible d'ici quelques semaines sur les plateformes Intech Service pardon, et également Télébrise Soleil. Je vous laisse un petit mot pour la fin, Marc et Fabien. Bien, merci à tous d'avoir participé à ce workshop et merci à l'Intech pour l'organisation. Et voilà, j'étais très, très heureux de partager avec vous ces différents éléments. Merci à tout le monde en effet. Merci d'avoir assisté à la présentation. Et puis donc, même chose, merci à l'Intech aussi pour cette confiance et nous avoir laissé la possibilité de présenter un petit peu ce qu'on fait. On va vous souhaiter une Super. très bonne journée à tous. Bonne Merci, journée. très bonne journée à tous. Merci, au revoir.